Welcome. Alors, My name's Ken. I work with Speak Out Now. Why don't you put your hand up if there's a chair near you so people. Non, je n'ai pas compris. He did talk. Okay, he's going to go. Yeah, he's going to. Il y a des places là-bas, mais on n'a pas besoin. Ah, je n'ai pas besoin. ok. Mais je n'ai pas compris la question. C'est ok, Franco. C'est bon. Tout bien. Ok, donc l'atelier qu'on va lancer maintenant, que Ken, à ma droite, un camarade de Speak Out Now, va introduire en détail, c'est un atelier dont le point de départ est une conférence qui s'est tenue aux États-Unis qui s'appelle Labor Notes, qui est une conférence qui se tient tous les 2 ans et qui réunit, en tout cas qui a réuni cette année, environ 4500 à 5000 personnes et qui regroupe ce qu'on pourrait appeler, nous, en comparaison française, un milieu de syndicalistes combatifs. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'équivalent français pour comparer à quoi ça ressemblerait, puisque le paysage syndical américain est très différent. Mais ça correspond à peu près à ça. Dans cette conférence, on s'y est rendu cette année. Alors ça fait un moment que des camarades français y vont, et cette année on s'y est rendu avec une délégation du NPR révolutionnaire, dont j'ai fait partie. Donc moi c'est Damien, militant cheminot à Lille, et d'autres camarades d'entreprise, dont Xavier de la Poste, Pierre des Transports à Lyon, et j'en oublie d'autres. Voilà, pour essayer de se rendre compte un peu de plus près qu'est-ce qui était en train de se jouer dans, disons, la classe ouvrière et le mouvement syndical américain. En tout cas, en avoir un aperçu au travers de ça. Franchement, pour vous le dire en un mot, et juste avant de donner la parole à Ken, c'était vraiment passionnant, littéralement. Moi, j'ai un peu découvert en fait toute une situation politique, parce que c'est vrai que j'avais souvent tendance, peut-être comme beaucoup, à appréhender la situation aux États-Unis à partir de ce qu'en racontent les camarades, mais aussi de ce qu'en dit la presse, les enjeux des prochaines élections présidentielles, voilà, un peu par en haut, on va dire. Et là, on a vu un peu autre chose qui, pour le coup, est tout aussi important et correspond à un peu autre chose. C'est-à-dire que là, on va avoir une élection présidentielle avec Harris versus Trump. Quelque chose qui n'est pas hyper emballant du point de vue des perspectives ouvrières. Et pour le coup, le Labor Note, c'était un tout autre son de cloche. Et du coup, c'est en fait un peu fondamental d'appréhender cette réalité-là pour comprendre en fait la situation politique aux États-Unis, qui ne se résume pas en fait au choix Trump ou Harris, etc. C'est-à-dire le choix entre la peste et le choléra, quoi. Bon. Donc voilà. Grosso modo, je vais laisser Ken parler là-dessus, mais pourquoi ça m'a impressionné personnellement, et c'était une impression globale qu'on avait, les camarades français qui y sont allés, c'est aussi parce que il y a quelque chose d'un peu différent en fait, même de ce que moi-même j'ai pu expérimenter en France depuis quelque part que je milite, à quelques exceptions près. C'est que dans le cadre de cette conférence, alors c'est 5000 personnes à l'échelle des États-Unis, donc il ne s'agit pas de généraliser de manière un peu hâtive, voire absurde, mais c'était clair et net que le sentiment de confiance des gens qui étaient réunis dans leur propre force était extrêmement élevé. Et c'est vrai que voilà, on a discuté un peu sur l'état d'esprit de la classe ouvrière en France, et un des problèmes politiques qu'on a, c'est plutôt le sentiment un peu de faiblesse, un peu de démoralisation liée aux défaites, notamment sur les retraites et d'autres. Et là, c'était un peu autre chose. Alors c'est lié à tout un ensemble de choses sur lesquelles on va revenir, notamment la grève dans l'automobile contre les Big Three, qui a beaucoup marqué les esprits et qui a beaucoup marqué la teneur des débats de la conférence. Mais il faut vous imaginer, et je finis là-dessus, des trentenaires qui ont un peu les crocs, quoi, et qui ont envie de faire reculer leur patron, qui pensent que c'est possible parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont réussi à le faire, et en partie à juste titre, contre le patronat de l'automobile, et qui construisent des nouvelles sections syndicales. Bon, en gros, pour le dire simplement, un afflux d'une génération militante qui est quelque chose que moi, personnellement, je dirais que je n'ai pas connu jusqu'à présent dans ma vie militante en France. Alors tout ça, je le dis un peu à gros traits, ça se discute dans tous les sens,
mais ça pose des problèmes politiques évidemment hyper enthousiasmants et un peu différents. Voilà, et tout ça s'organise autour de plein de contradictions, des éléments de combativité très importants, avec tout un tas de choses un peu très originales. Je me permets juste de glisser un mot sur, par exemple, ce petit bouquin qui circule pas mal là-bas pour ces militants. C'est tous les secrets pour être un bon militant, et qui, évidemment, du point de vue de l'orientation, a tout un tas de limites pour nous, parce que ça ne parle pas de faire des comités de grève ou de coordination de grévistes, mais du point de vue des pratiques syndicales, c'est littéralement à l'opposé de ce que font les militants syndicaux en France, puisque leur propos est de rompre avec une forme de syndicalisme délégataire et au contraire de permettre en fait, aux travailleurs de mettre leur nez dans les affaires. Bon. Donc ça, c'est assez marquant. Et puis plein de contradictions qui s'invitent avec, du coup, au niveau politique, parce qu'il n'y a pas de déconnexion entre, justement, disons, cette présidentielle qui arrive et ce qui se joue à ce niveau-là. Les dirigeants du Labour Note et de cette fraction syndicale américaine avaient d'ores et déjà endossé le soutien à Joe Biden, avant même que du coup il soit remplacé par Kamala Harris. Donc évidemment ça pose plein de problèmes, qui étaient en partie discutés, en partie pas trop, mais on reviendra dessus. Et puis la nouveauté que j'ai fait qu'évoquer là, c'est que depuis, il y a eu aussi des syndicalistes aux États-Unis, et pas des moindres, qui ont endossé le soutien à Trump, notamment le principal dirigeant de la fédération, on pourrait dire, des Teamsters, donc les camionneurs, même si ça regroupe en fait plus largement que juste les camionneurs, qui a participé à la convention républicaine en soutien à Trump. Bon voilà, donc tout ça fait un espèce de melting pot très riche qu'on se propose de discuter là. Donc, je vais laisser Ken se présenter et présenter plus en détail tout ça, évidemment à partir du point de vue des camarades américains. Et voilà. So, first of all, we have to sit. There is a difference between unions in the US and in France, as Damien said. The problems are much the same, and our solutions as revolutionaries is the same, and that is to try to politicize workers and build revolutionary networks in the workplace. It seems extraordinary that 5,000 people would come together, but when we think that there are currently almost 14.5 million workers in unions, this is an extremely small section of the working class. Voilà, comme parlait en fait les syndicats aux États-Unis, ils sont extrêmement différents dans leur composition, mais même comment ils sont créés en fait qu'en France. Donc pour plus comprendre, voilà, ça semble un peu incroyable qu'il y a 5000 personnes qui viennent au Labour Notes, mais il faut savoir qu'il y a 14 millions de travailleurs dans des syndicats. So just to briefly, some statistics about unions. There, as I said, about 10% of workers are in unions, and of them, around 37% are in what we call the service sectors. That can be hospitals, non-producing sectors, non-material, and 6% of manufacturing or others are in unions. But there's about an equal number in both, because the manufacturing center section and the places where money is changing hands, that's much larger than the service sector. Donc environ de tous les travailleurs aux États-Unis, 10% sont dans un syndicat. Donc environ j'ai compris. 32% en fait sont dans un syndicat public de services, donc les hôpitaux et tout, versus 6% donc des services qui ne font pas de l'argent.
qui ne créent pas du profit, et où 6% sont plutôt dans la manutention, dans quelque chose qui produit plus d'argent, mais parce que en fait ces secteurs sont extrêmement grands, à la fin c'est le même nombre de travailleurs pour ces deux secteurs qui sont syndiqués, excusez-moi. And so there are real obstacles to building unions, and we'll get to that. But first of all, belonging to a union in the United States is very different, delivers something very different to workers than in France. First of all is wages. Unionized workers usually make significantly more money than non-union workers. So that's one benefit. The second, and probably most important for people, is the question of health care. You get health care benefits, and that means usually a private insurance that will allow you to get not great health care, none of us get that, but at least adequate health care. Otherwise, you're in public health services, and you don't even have a place to take your child if they're a little sick, except to an emergency room and wait in a long line after all the people who've been shot are dealt with. Donc il y a vraiment une des plus grosses différences sur en fait les syndicats aux États-Unis, c'est que tu as des vrais bénéfices d'être syndiqué. La première, c'est les salaires en fait. Les travailleurs qui sont syndiqués ont des salaires qui sont plus hauts. La deuxième, et pour la majorité des gens, c'est en fait le plus important, c'est l'accès à une assurance maladie. Quand tu es salarié, syndiqué, tu as accès à une assurance privée pour la santé. Et donc, en fait, tu n'as pas besoin de soit avoir l'assurance publique, soit en fait attendre dans les hostos que toutes les personnes qui se sont fait flinguer puissent passer avant toi, quoi. Donc, tu as quelque part où amener tes gosses chez le médecin, quoi. So the other material benefit is retirement. When you work a job, most people get what we call Social Security. It's counted by the years and the money that you have given. But if you work in auto or if you work in other areas, sometimes they have a private retirement, or as a teacher, you get a private retirement that's assured, or now that's been cut back a lot, and they take your money and invest it in the stock market. Donc, individually, you choose where. La troisième chose, c'est bien sûr la retraite. Tout le monde en fait cotise un tout petit peu de leur salaire pour la sécurité sociale, pour la retraite, mais c'est très minimal. Et en fait, maintenant, quand tu es syndiqué, tu peux donner plus. La retraite va être privée dans un autre qui va être donné plus d'argent par le patron. Ça a été beaucoup coupé ces dernières années, et maintenant en fait ton employeur t'aide à investir ton argent dans le stock, d'avoir acheté des stocks, quoi. Comme ça pourrait te créer de la retraite. So, and it also gives you some protection in the workplace. You get a contract, governs working hours, working conditions, and so on, but it's not usually enforced. That's why Labor Notes publishes that book, to help people organize to defend the rights that are in your contract of work. Et donc, bien sûr, ça te donne aussi des conditions de travail qui sont un peu mieux pour garantir que les heures que tu vas travailler, les conditions, tes pauses et tout. Mais c'est pour ça que Labor Notes, en fait, publie ce livre. C'est parce que, bien sûr, ces conditions de travail sont sous attaque et souvent pas garanties. Et donc, ils aident les militants à les garantir et se battre pour. And for us who went to Labor Notes, what we saw, because most of us are in the North, we saw the movement in the South towards unionization, which is really breaking what we would call the color bar, the segregation. And in a way, it's a movement that is an extension of, it seemed to me and some of us, as an extension of the civil rights movement, a fight for equal rights in the workplace, equal pay, all the things I described. But this time, that civil rights movement is appearing on a class basis, which also can clearly benefit white people, new immigrants,
so it has a new potential. Et donc nous qui sommes à Speak Out Now, on est majoritairement dans le Nord. Et donc en fait pour nous aller à Labor Notes, ce qu'on a vraiment vu, c'est cette question de plus en plus de travailleurs qui viennent du Sud, donc majoritairement noirs, et qui viennent, et donc en fait cette question qui change en fait de casser la question de la couleur, quoi, entre guillemets, de peau, et même un peu une extension pour quelques-uns d'entre nous du mouvement des droits civiques, et de l'amener en fait sur une question de classe maintenant, sur une question en fait d'avoir des droits égaux au salaire, sur les protections. Donc voilà, un peu un changement hyper intéressant sur ça, quoi. So, unlike France, the unions are not connected directly to political parties, but most unions support the Democratic Party. And that is because the Democratic Party actually does pass laws and extends benefits that the Republicans are not known for sure. And also they bring a benefit to those organizations because the unions can put out literature to their members and mobilize them in the elections. Donc aux États-Unis, les syndicats ne sont pas directement connectés, n'ont pas de lien direct en fait avec les partis politiques, mais majoritairement soutiennent les démocrates et ont des liens avec eux. Ils ont des liens parce que beaucoup en fait donnent de la littérature à leurs membres. Ils peuvent mobiliser pendant les élections et donner un peu un peu de la propagande à leurs membres. So this year, 7 well-known unions and some large, the United Auto Workers was one, SEIU, which is really Kamala Harris is tied to, has 2 million workers. There was a coalition formed for ceasefire in Palestine, which is a big change. But it's on paper, they're not mobilizing their base, as you would expect, similar to France. And they will also support the Democrats. Et donc cette année, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a 7 syndicats qui sont très connus, dont les Auto Workers, les travailleurs de l'auto, excusez-moi, et le SEIU. Les travailleurs du service, et en fait eux qui sont très connus, ont des liens vraiment très proches avec Kamala Harris. En fait ils ont soutenu une cessez-le-feu à Gaza, mais bien sûr c'était vraiment sur le papier parce que ils n'ont pas mobilisé, un peu comme en France, pour en fait que leurs membres se mobilisent sur cette question. Et là maintenant, ils soutiennent Harris aussi. But there are workers who have mobilized to some extent, healthcare workers, some teachers, but school was not that involved, it's more difficult. But we see a rising concern among some workers about the genocide in Palestine. Et donc on a vu en fait des travailleurs dans la santé notamment, un peu chez les profs, mais c'était un peu plus difficile, mais qu'il y a vraiment une question de ce qui se passe à Gaza et le rôle à jouer dedans. The federal government, and there are federal laws and state laws that regulate and also in some senses guarantee rights for workers, but we saw about 2 years ago when the rail workers, through independent organizing over the tops of the union leaders, were prepared to have a nationwide strike, and Biden and Congress stepped in, made promises that dealt with the question of health care, the right to, if you get sick, that you don't have to work, and some vacation time, because people often work very long, almost a month at a time, and made promises which, of course, they didn't keep. Et donc en fait il y a des lois, au niveau de l'État, mais aussi au niveau du gouvernement fédéral,
pour réguler l'activité des syndicats. Mais on a vu il y a quelques années, il y a 2 ans, quand les travailleurs du rail, en fait, à part une organisation un peu indépendante, ont tenté de se mettre en grève en fait, Biden et son administration sont rentrés dans la danse, entre guillemets, ont fait des promesses, notamment sur la santé, sur les congés, pour avoir plus de congés. Des fois, on voit des travailleurs qui travaillent 1 mois sans pause. Ils ont fait énormément de promesses, mais vous imaginez bien qu'ils les ont absolument pas tenues. So another thing that I had mentioned in terms of wages, in the United States, we do have a federal minimum wage that is supposedly a guaranteed wage. But if you work a job, a lot of times they won't give you that. But it's $7.75 an hour. Donc aux États-Unis, on a un salaire minimum, on a un SMIC qui est imposé par le gouvernement fédéral. C'est $7.75 par heure. Et donc tout le monde, techniquement, doit faire ça comme leur minimum. So most unionized workers are making between upward 25 and up. So there's no way you could live. You could live in a tent maybe if somebody gave the tent to you. Donc la majorité des travailleurs syndiqués, eux, ils gagnent au-dessus de 25 €. Donc vous voyez la différence. Mais avec ça, même ça, c'est difficile à vivre. Tu pourrais vivre dans une tente probablement si quelqu'un te donnait la tente. But the states set minimum wage also. So if we look at minimum wage in California is $16 an hour. Still not enough. And a large number are pegged at the $7.25 an hour. But also cities, some cities guarantee minimum wage if you work in the city, not for their workers, but just if you work there or employed there. And just for instance, Berkeley, where some of us live, San Francisco, that minimum wage is $18.67. Donc pour complexifier la tâche, les États peuvent aussi mettre des salaires minimums et ça varie absolument par État. Il y a des États qui sont au minimum fédéral, ils ne vont pas au-dessus. Il y a d'autres États comme la Californie où le minimum c'est à $16 je veux dire, par heure. Et après, à l'intérieur de ça, tu peux avoir des villes qui mettent des salaires minimums qui sont plus hauts que leur État. Donc par exemple, où nous sommes, comme à Berkeley ou à San Francisco, le minimum est $18.67. So states have their own labor laws also. And in the North, generally, there are some rights guaranteed to unions. Say in Michigan, it used to be if an auto plant were built, it would be the United Auto Workers, no question. Et donc, par État, les droits syndicaux sont aussi différents. Donc, par exemple, dans le Michigan, dans le Nord, quand il y avait avant, quand il y avait par exemple, c'était la loi, quand il y avait une usine automobile qui était construite, ils étaient automatiquement, toute l'usine, des travailleurs syndiqués avec le UAW, le United Auto Workers. But in the South, they have what they call right to work laws, and some people call it the right to work for less laws, because they're really anti-union, and it's many, many obstacles, even more obstacles to get a union in. And that's why we see the big push in the South, so much investment there, not just the push for unions, but all the non-US auto companies, so European and Asian, have built their factories in the South. Donc,
par contre, dans le sud des États-Unis, ils ont des lois qu'ils appellent le droit de travailler, des lois de droit du travail. La majorité les appelle plutôt les lois pour le droit de travailler, mais pour moins. Et donc, on voit en fait que, par exemple, dans bien sûr, ces lois te donnent moins de droits et moins de protection. Et on voit que, par exemple, dans l'automobile, les compagnies internationales d'auto, par exemple les européennes et asiatiques, ont en fait mis leurs usines dans le sud, bien sûr pour... Voilà. And one factor in choosing where they would locate, when they first started locating there, was where there was primarily a white workforce and very few black people. Et donc, en fait, au début, quand ils choisissaient l'endroit où ils allaient implanter leurs usines, ils cherchaient des endroits qui étaient majoritairement blancs et avec une minorité de noirs. So it was a big deal when the first auto plant was organized, announced to be organized, and it coincided with when we were at labor notes, and people thought this was a great victory. It was a Volkswagen plant. Et donc, en fait, quand nous, on était à Labor Notes, c'était la première fois qu'une de ces usines dans le sud vote et décide de se syndiquer. Donc, de voter pour se syndiquer. Et donc, c'est vraiment historique dans ça. Et c'était Volkswagen. On dit en français. No, I know, but I was trying to put it with a French accent. And I was a little... Excellent. Just as good as So, what we've seen didn't just start yesterday. You know, there's been a build-up. First it was, we could say, maybe 40 years of wage cuts, what we call two-tier systems where new hires are paid almost half as much as the older workers there, who aren't necessarily older, longer-term workers. So a two-tier system, they don't get the same benefits, retirement benefits. So this has really split the working class, and this was facilitated by the labor unions in partnership so the plants would stay open, which they didn't. Et donc, ce qu'on voit, en fait, ce qu'on voit là maintenant, bien sûr, n'a pas commencé aujourd'hui, quoi. En fait, ça fait 40 ans qu'il y a des énormes coupes dans les salaires et aussi qui a été facilité par ce qu'on appelle un système à deux niveaux de salaire. Où tu as les nouveaux entrants qui rentrent et qui ont un salaire qui est à la moitié de ceux qui ont été plus longtemps là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus vieux, ils sont juste là de plus longtemps, quoi. Et donc, désolé, ça a été en fait facilité par les syndicats, cet système à deux tiers pour assurer que les usines restent ouvertes. Bon, bien sûr, ça n'a pas très bien marché. So there were activities outside the unions that actually facilitated some of this idea of movement. We could say first was the Occupy movement. You could have it. Donc, en fait, y a ce changement qu'on voit aujourd'hui a été facilité par en fait des choses qui sont à l'extérieur des syndicats, dont le premier, bien sûr, c'est le mouvement Occupy en 2011. And which raised the question of class. The 99% against the 1%, which the question of class was crushed a lot during the anti-movement against communism, the crushing of it in the United States. Et donc, en fait, ce mouvement, qu'est-ce que ça a ramené? C'est le 99% versus le 1%. Et donc, ramener, en fait, la question de la classe chez la tête des Américains. Parce que, bien sûr, avec le mouvement anticommunisme qui a eu depuis des décennies, cette question de la classe a vraiment disparu, quoi. The Bernie Sanders campaigns in 2016, 2020, which popularized the idea of socialism, not ours, but at least that things could get better, and there was a real hope expressed in that. Et donc, en fait, un autre, c'est la campagne de Bernie Sanders en 2016 et en 2020, qui en fait a popularisé l'idée du socialisme,
pas le nôtre, mais qu'en fait, il y avait un espoir pour que les choses changent et aillent mieux. In 2018, in an anti-union state in West Virginia, the strike of a statewide strike of teachers against a healthcare program that was being imposed on them that involved everybody in the school bus drivers, the cooks, people who cleaned, as well as the teachers, as well as the parents of the teachers, parents of the students, and and maybe the parents of the teachers. But it involved everybody, and that sparked a strike of teachers across the country into union areas, unionized areas, and non-union areas. Et donc en 2018, il y a eu des profs en fait en West Virginia, Virginie de l'Ouest, qui en fait a ouvert un nouveau chapitre dans cette lutte parce qu'en fait ils ont organisé une grève dans l'État parce qu'ils se faisaient imposer un nouveau plan de sécurité d'assurance maladie quoi, et en fait qui pour une fois a affecté l'ensemble des travailleurs. Donc vraiment tous les travailleurs de l'école, les profs, les cuisiniers, les cuisinières, les conducteurs de bus et même les parents des enfants. Et donc en fait ça met un peu le feu aux poudres à travers les États-Unis avec des grèves qui se déclenchent un peu partout. So it doesn't seem significant, but in 2021, workers at 3 Starbucks stores, people have probably heard of Starbucks, there were 6,700 of them in the United States, just in one corner of northern New York, they organized a union, they went on strike. And this started to move. Everybody didn't pay that much attention, but they were inspired by, this was their background, and it's not just young people who work there. People work there because Starbucks pays healthcare benefits. That's why people will put up with it. And they fired people. They refused to recognize the union. But right now, I think, I have to look at that. There are 481 stores that have been organized with 11,000 workers. And Starbucks is finally recognizing the union and trying to have some kind of contract talks. Donc en 2021, ça peut sembler pas très important dans tout ça, mais 3 des 6700 Starbucks qui existent, vous y connaissez probablement, ont organisé un syndicat. Et en fait, pourquoi en fait ils ont organisé un syndicat? Starbucks a refusé de reconnaître le syndicat. Ils ont licencié des travailleurs. Ils ont refusé de faire ça. Et donc, en fait, c'est hyper important parce que maintenant, on a sur les 6... Alors, il y en avait 3 qui se sont syndiqués quelque part en New York. Et maintenant, il y a 481 magasins qui sont syndiqués. Donc, en 3 ans, c'est... Voilà. Et donc, ça représente 11 000 travailleurs de Starbucks. Et pourquoi les gens, en fait, travaillent à Starbucks? C'est parce que Starbucks paye la sécurité de santé. So really, one of the final blows or final maybe impulses was the pandemic. Managers, supervisors, they all fled to their homes. Frontline workers were still on the job in hospitals and the railroads, across all service sectors, and were basically abandoned. Had to organize for protection, sanitary protection, organize to take breaks, organize to support each other, because especially in the hospitals, and it was really a horrific affair. But what happened is that people stood together, and they also saw their commonality, that every worker was facing the same problem. Et donc en fait un vrai basculement ça a été la pandémie en fait parce que bien sûr tous les patrons ils sont rentrés chez eux, ils sont restés chez eux et tous les travailleurs du service, les travailleurs de la santé, les travailleurs
du transport et tout ça, en fait, eux, ils étaient au travail. Et en fait, ils ont dû s'organiser, s'auto-organiser eux-mêmes pour des trucs de solidarité entre eux, de travailleurs, mais aussi pour des trucs, par exemple, organiser leur pause. Donc, ils ont vu, en fait, là, les parties communes de l'ensemble des travailleurs ensemble. So prior to this time, the United Auto Workers that Damien mentioned that ended up with a new leadership was the target of the federal government, of the U.S. government, which we do not support bringing the government in to solve the problems of the workers. But there was a very strong bureaucracy, very corrupt. As we said, they pushed these concessions on people, but they also stole an enormous amount of money. Millions and millions of dollars. Personally, sometimes they didn't even have to steal it. They made a motion. The president of the union made a motion at a convention to build his cottage on the ocean, and for $1 million. And it was passed by his people. Donc, à ce même moment, en fait, il y a eu un énorme trouble dans le plus gros syndicat, le UAW, chez l'automobile. Et en fait, même le gouvernement fédéral a dû intervenir dans les problèmes du syndicat. Donc nous, on est bien sûr contre demander au gouvernement d'intervenir dans les problèmes du syndicat. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un peu deux fractions. Une extrêmement bureaucratique qui, bien sûr, faisait passer toutes ces lois, toutes ces concessions aux patrons ces dernières années, mais aussi voler des millions de dollars aux syndicats et aux syndiqués, mais avec des fois, même leur accord, entre guillemets, parce que, par exemple, au Congrès, il faisait des motions, le président, des motions pour construire sa baraque sur l'océan pour $1 million, et les gens, ils les votaient, quoi. Les syndiqués votaient. Les gens au Congrès, quoi. Yeah. So that shook things up a lot. And the election of the new president, Sean Fain, we'll have a number of Seans we'll be talking about, was elected president of the union after there were some big changes in the union. There had been an opposition. They put forward the idea of one person, one vote for the president to be elected. Before that, it was delegates. Et donc, il y a eu un vrai changement, en fait, avec l'élection de Sean Fain. Il y aura plusieurs Sean, donc il faut un peu les garder droit dans nos têtes. Là, c'est Sean Fain qui est devenu le président de UAW. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vrai changement. C'est même dans la façon dont allait voter le président du syndicat. Donc avant, tu votais et tu avais des délégués qui votaient. Et là, maintenant, il y a eu un changement en fait, parce qu'il y a une courant d'opposition qui disait une personne, un vote. And that doesn't mean a lot of people came out and voted. Most people ignored this thing. Sean Fain won by 500 votes, and this is in an organization of, I think there are 140,000 auto workers, so it's not many people voted. So it wasn't overwhelming, but he won. 6 other people on the executive board, which is 13 people, and then there's one guy who's ran as an independent who agrees with them. So now they have the majority at the very top of the union, but what's below? Et donc, en fait, il a gagné par 500 votes. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté dans cette élection. De plus de 140 000 personnes qui sont syndiquées, il a gagné par 500 votes. Mais ce que ça a fait, c'est que lui, il a gagné. Dans le comité exécutif du syndicat, ils sont 13. Il y en a 6 qui ont été sur sa plateforme ou ses idées. Et il y en a un qui est un indépendant, mais il est en accord avec eux. Et donc, en fait, ils ont la majorité du comité exécutif. Mais après, c'est ce qu'il y a en dessous, quoi. The year before, the other Sean O'Brien, was elected president of the Teamsters Union, which also organizes United Parcel Service, the UPS.
and their contract was expiring in June, and they began to organize workers there, not effectively, to do what they called practice picketing. You just go out and picket, but it's not stopping anyone. It was an announcement that if you don't sign the contract, we'll go on strike. Donc l'autre Sean O'Brien, en fait, lui, il a gagné le rôle du président du syndicat des Teamsters, et dont ça organise UPS. Donc voilà, c'est la poste américaine, quoi. Non, not at all. Delivery service, like Amazon. Je dis n'importe quoi, je suis extrêmement désolée, c'est voilà, les colis. Et en fait, à ce moment-là, en fait, eux, ils avaient un contrat qui expirait un contrat qui expirait, et donc ils ont créé ce qu'ils appellent un piquet de practice. It meant nothing. Voilà, ça voulait rien dire en fait, dans le sens, ça n'avait aucun impact de blocage, mais c'était montrer au patron que si tu n'acceptes pas le contrat que nous on veut, et ben nous on est prêts et on va y aller en grève. So there wasn't a strike. They made some significant gains, but it really depended on where you were. If you were a warehouse worker part-time, your wages would go up a little, but not get to be full-time, a 40-hour week. Donc il y a eu des avancées, ça a été vraiment très différent par le type de travailleur que tu étais. Par exemple, si tu étais à temps partiel dans une usine, tes salaires ont un peu augmenté, mais tu n'as pas du tout eu le temps plein que tu voulais. Okay, so the next episode was the expiration of the United Auto Workers contract in September. And that Sean Fain's group didn't have much time to really prepare for. So they also, as I mentioned, they didn't have much of a base in the factories. Donc, ce qui s'est passé, c'était en septembre 2023. Il y a eu, en fait, les contrats ont expiré dans les 3 grosses compagnies d'automobiles. Et donc, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer pour cette grève depuis qu'ils ont été élus. Mais, donc voilà. I forget what you said in the last time. What was the last thing you said? Il manque une vraie base. Oh yeah, Ah he oui, didn't have merci, a base. merci Yeah. Amy. Thank you. Et donc en fait, comme j'avais dit, il n'avait pas une vraie base construite pour mener cette bagarre. But it got a lot of attention. Sean Fain talked about we're in a class war. It affects all workers. Our fight is your fight. And it moved things a bit. And then they started a top-down strike. This factory goes on strike. That factory goes on strike. So it was against 3 auto companies, Stellantis, General Motors, and Ford, the US-based plants. Donc je vais finir avec ce qu'il a. Donc c'est dans 3 compagnies, GM, General Motors, Stellantis et Ford. Et en fait, ça a vraiment, cette grève, elle a vraiment soulevé les travailleurs. Ils étaient vraiment d'accord, ils étaient pour cette grève. Et en fait, ça a été, mais par contre, ça a été une grève vraiment organisée d'en haut, par le haut pour la base, quoi. But nonetheless, it won real gains. It eliminated the 2-tier system, not immediately, but that was important. Wage gains, addressed plant closings. Et ça a eu en fait des vraies avancées. Ça a arrêté ce système de 2 niveaux qu'on avait discuté avant. Ça a fait que les salaires ont, pas tout de suite, mais ça va arriver, les salaires ont augmenté, et ça a parlé des usines qui sont en train de fermer. Okay, so they're facing problems now. That was then, now is now. The economy runs the auto plants, not the UAW. And they refused to reopen one plant that was promised.
There's another auto parts plant that's on strike, and the plant that it supplies continues to work. So they have there are some real problems that they're facing now. Bon, ça c'était dans le passé, maintenant c'est maintenant, ils ont vraiment des gros problèmes qui font face. Il y a une usine qu'ils avaient discuté de réouvrir, qui n'ont jamais réouvert. Il y en a une autre qui est en grève en ce moment. Donc vraiment, ils ont des problèmes qui pour là maintenant, quoi. So that's the background of when we went to labor notes, what was behind that, and 2023 became known as, the hot summer of 2023. There were many more strikes because there was also the union officials felt that they could do something. It wasn't just, automatic strikes, but workers were pushing and ready for something. Still not 14 million, but. Donc c'est dans le contexte de tout ça qu'on est allé à Labor Notes. 2023 est devenu un été chaud de beaucoup de grèves, que la bureaucratie syndicale sentait qu'il y avait besoin de ça parce qu'il y avait une vraie pression de la base qui poussait pour ces grèves. So right now, actually at this moment, in some places, we see there have been 338 strikes in the last period up to today, or yesterday when I looked at the numbers. In 2000, well, we could just forget that. So just say that. Okay. Cette année, quand j'ai regardé hier, il y avait eu 338 grèves dans cette année. And so we see them in auto plants. There have been some in auto plants. 2 strikes in Amazon that are actually going on right now. A museum, a chemical factory, all sorts of places. And right now, the most visible, there are 17,000 workers that work for AT&T, the big communications. Donc là maintenant on voit des grèves importantes dans Amazon, 2 dans Amazon, dans un musée, dans une usine de pétrochimie, de chimie, et aujourd'hui on voit 17 000 travailleurs de AT&T, c'est comme Orange. And they're in the south. Ah oui, ils sont dans le sud. Yeah. So, no, I didn't say that. So there are also possible big strikes that we should look out for on the whole east coast of the United States and along the Gulf of Mexico. The longshore, the dockers, I think you would call them, are threatened. Their contract is up. They're threatening a strike. But there's a small problem that it's a family-run union. The president of the union, the father, his salary is $900,000 a year. His son, who is the vice president, makes $700,000 a year. So how linked, they can speak strongly, but are they ready to take on the government and everybody else? It's $3 trillion worth of commerce goes through those ports every year. Donc, il y a plusieurs grosses grèves en fait à l'horizon qu'il faut qu'on regarde. Notamment c'est des dockers qui sont à travers la côte est et aussi sur le golfe du Mexique. Merci, le golfe du Mexique. Mais il faut savoir que c'est un syndicat de famille, un familial. Le père, c'est le président du syndicat, il gagne $900,000. Le fils, c'est le vice-président du syndicat, lui, il a $700,000 par an. Donc, est-ce que vraiment, ils peuvent avoir les gros bras, parler beaucoup, mais est-ce qu'ils sont vraiment prêts à prendre en contact le gouvernement et les patronats, et est-ce qu'ils ont vraiment des liens organiques avec les travailleurs, avec des salaires comme ça? Okay, just a couple final remarks. One of the new developments is the number of graduate students and academic workers, or academic teachers, teachers also, and also some staff at the universities are in the UAW now. They comprise
25% of the membership of the UAW. Quelque chose qui est vraiment intéressant et qui change là aujourd'hui, c'est le nombre par exemple, des étudiants en thèse ou qui font leur master, quoi, qui sont embauchés par les syndicats, notamment le UAW, et en fait qui sont des permanents dans ce syndicat. Aujourd'hui, le UAW, c'est 25% des permanents du syndicat qui sont des thésards ou qui font leur thèse, genre qui sont étudiants. So, to organize those unions, it's easier to strike if you're a student. So they did that. They had to organize other people. So they built these unions from the ground up. The staff didn't do that. So the question right now is, how many of them will actually become absorbed into the UAW bureaucracy, because there are openings happening now. And it also opens up the possibility that a number of them are going to get discouraged when they see the limits of unionism, but they're in there for the right reason. And there we can make that, we have to keep, our group has to keep our eyes open and connections there, because we don't want them just to go away discouraged and drop their dreams. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces étudiants ont vraiment construit des syndicats de la base et tout, mais c'est facile, entre guillemets, de faire grève quand tu es étudiant, beaucoup plus que quand tu es travailleur. Et donc, maintenant qu'ils sont dans ces gros syndicats, qu'ils essayent d'organiser des travailleurs, est-ce que, en fait, ils ne vont pas être aspirés par la bureaucratie syndicale, ou deux, même se décourager en fait face aux difficultés d'organiser chez les travailleurs et les travailleuses. Mais pour nous, c'est quand même intéressant de garder en fait un œil sur ce qui se passe et d'avoir un peu des liens avec ça. And all the energy that Damien mentioned that we saw, we don't know where that's going. A lot of that organizing was under the umbrella of big unions who would like to control it, but those workers, we may escape that, and we might start to see more independent action on the part of workers, especially in the South. Donc toute cette énergie en fait qu'on a vue et que dont Damien parlait, c'est vraiment pour nous même hyper intéressant et tout, mais on voit aussi que tu as ces gros syndicats qui essayent de capter ces travailleurs et cette énergie, et donc, mais on pense que peut-être il y en aura qui pourront échapper en fait l'appareil syndical qui essaye de les manger, mais notre chose c'est regarder en fait ce qui va se passer dans le Sud ces prochaines années avec les efforts de syndicalisation. And you might have heard we have a presidential election in front of us that could have, we don't know what kind of impact that is going to have. We know some Southern workers in the South, because we have one of our comrades is there and we're moving some people there, has been in meetings where people have talked about defending what we call polling place, from people who are racist and Trump people who will try to block black people from voting. And they are going to be these are people who are serious about the right to vote still. And so that plus whatever else remains to be seen. Donc vous en avez peut-être entendu parler, on a une élection qui arrive chez nous. Un truc qui est vraiment, on n'a aucune idée de comment ça va se passer vraiment, c'est quoi les décantations sur après ces élections ou pendant. Mais nous on commence à avoir un peu une percée dans le sud, et on a des camarades qui vont déménager dans le sud et qui font des réunions en fait où tu as des discussions. Bon, il n'a pas expliqué, mais il y a des lois pour arrêter que les travailleurs noirs puissent voter, qui ont été votés depuis 2020. Bon, anyway, et qu'en fait, il y a des travailleurs noirs qui disent mais nous, on va protéger les centres pour voter, pour assurer le droit à voter, quoi, le droit élémentaire de la vote, par le protéger. Vous
vous voyez ce que je veux dire, vraiment protéger quoi, ce droit. Et donc on n'a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer et tout, mais bon, il faut quand même qu'on soit voilà, attentif à tout ça. And so